Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. On continue cette journée en direct du Collège Truffaut sur le textile en recevant Isabelle Moulin et Alec Billon. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Oui, Pardon, bonjour. je vous vois froncer les sourcils. J'ai dit une... Non, c'est Alec Billon. Oui, Billon. Okay, c'est bon, ok. Non, j'ai peur de m'être trompé. Merci, donc bonjour à tous les deux et bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle Moulin, vous avez une longue carrière dans la mode, vous avez été créatrice, aujourd'hui vous vous définissez comme muséographe spécialisée dans le domaine de la soie, du textile et du patrimoine industriel et vous avez fondé l'association Silk Me Back. Je suis bon? Ça. Oui, tout juste. Alec Billon, vous êtes créateur et vous venez de lancer le studio Maisonneuve. Exactement. Donc on va essayer ensemble, tous les trois, de retracer l'histoire de cette matière qui est assez particulière, qui est la soie, et de comprendre les enjeux contemporains de son utilisation. Alors déjà, on va essayer de cerner un petit peu notre sujet. Qu'est-ce que c'est exactement que cette soie, Isabelle Moulin ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de resituer un petit peu cette histoire de la soie sur un aspect peut-être un peu poétique et légendaire, dirons-nous. Parce que c'est vrai que quand la soie est apparue 3000 ans avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas. Non. Chez les Chinois, chez les Sériques, on les appelait à cette époque-là, les Sériques. Du coup, ça a été un vrai mystère pour tout le reste du monde, parce qu'ils ont gardé jalousement ce secret pendant des siècles, évidemment. Si bien qu'on ne savait pas très bien ce que c'était la soie. On ne savait pas si c'était végétal, animal, minéral. Bon, il y a eu toutes sortes de légendes qui sont apparues là-dessus. Et puis pour finir, quand même, on a enfin compris comment ça se fabriquait, comment ça se faisait et surtout d'où ça venait. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire de soie, c'est que c'est une sorte d'alchimie entre le végétal et l'animal, quelque part. C'est-à-dire, oui. Pardon, non, mais je me permets. Vous dites, on ne savait pas, il y avait des mythes, des mystères. Qui est-ce qui ne savait pas ce que c'était ? Le reste du monde, en fait. Parce que ça voyageait déjà. Oui, puisque pendant très longtemps, donc les Chinois puis les Mongols ont gardé ce secret très jalousement. C'était très simple. Si vous cherchiez à sortir, par exemple, des graines, comme on dit dans le métier, des œufs de verre à soie du pays, on vous coupait la tête. Voilà. Radical. Très simple. On n'avait pas du tout le droit de se rapprocher des lieux de production, etc., etc. Donc il y a un vrai mystère, une vraie légende qui entoure la soie. Après, donc effectivement, au final, on va peu à peu, le secret va fuiter, normal, et puis on va découvrir d'où ça vient. Et effectivement, il y a ce mix très particulier entre le végétal et l'animal, puisque d'ailleurs les Anglais, la soie d'élevage qu'on utilise le plus encore aujourd'hui, les anglophones l'appellent la mulberry silk, c'est-à-dire la soie du mûrier, puisque en l'occurrence, vous le savez sans doute, pas de soie sans mûrier, puisque les feuilles de mûrier, c'est la seule nourriture possiblement envisageable pour les vers à soie. Ils sont très difficiles là-dessus. Vous pouvez leur donner de la salade, du persil, tout ce que vous voulez. Ils détournent la tête. C'est des feuilles de mûrier, point barre. Et donc, une fois qu'on a un mûrier et un ver à soie, comment ça se passe ? Alors, ça se passe d'une façon simultanée, en fait, par rapport à la croissance des feuilles de mûrier. Donc, au printemps, à peu près fin printemps. Et puis, on va nourrir les œufs de ver à soie, qui sont vraiment tout petits au départ, comme des têtes d'épingle, et qui vont grossir très, très vite. On imagine que si on grossissait, nous, aussi vite, proportionnellement que des vers à soie, on ressemblerait à des dinosaures, en quelque sorte. Et puis, au bout d'un moment, donc, ils font que manger des feuilles de mûrier. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très compliqué, parce que pendant plusieurs semaines, il va falloir s'occuper que des vers à soie, nuit et jour, les nourrir, changer les clés sur lesquelles on les dispose avec les feuilles de mûrier pour des questions d'hygiène évidentes. Et du coup, il faut vraiment les bichonner, les dorloter, à un tel point d'ailleurs qu'on appelle ceux qui s'occupent des vers à soie des éducateurs de vers à soie, s'il vous plaît. C'est poétique. Oui, c'est très poétique. Il les tue quand même à la fin. Donc, oui. Alors voilà. Donc il ne faut pas en parler à Brigitte Bardot, on est bien d'accord. La soie, c'est le meurtre d'une chrysalide, ni plus ni moins, à savoir donc la légende de la princesse chinoise qui a fait tomber dans sa tasse de thé un cocon, etc., etc. Fait qu'effectivement, à un moment donné, on va stopper la maturation, le développement de la chrysalide. Si elle continue, elle va grandir, grossir, elle va se retrouver à l'étroit dans son cocon, elle va le percer et elle va devenir un papillon, etc., etc. En l'occurrence, donc le fait de plonger ce cocon dans de l'eau bouillante va tuer la chrysalide qui se trouve à l'intérieur et va permettre de récupérer ce fameux fil si précieux qui en plus est la fibre la plus longue. À votre avis, combien de mètres sur un cocon ?
J'en ai pas la moindre idée. Tic-tac, J'aurais 1 dû- kilomètre. 1 kilomètre quand même. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu le Graal de la fibre, la soie, parce que c'est la fibre la plus longue au monde, tout simplement. C'est à Alec qu'on aurait dû poser la question. Alors oui, il faut qu'on en parle avec Alec, parce que bon, C'est ça. ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire un saut entre 3000 ans avant Jésus-Christ et carrément dans l'avenir du futur avec Alec, et ce qu'on va pouvoir développer par la suite. Non, mais Tranquille. peut-être rapidement, Alec, vous, c'est quoi votre rapport avec ce matériau? Avec la soie. Ouais. Alors moi, c'est principalement une matière qui est beaucoup utilisée dans le luxe. Et c'est vrai qu'on a vu donc une fibre naturelle quand même très technique, de par sa taille, qui est un filament finalement. Donc la différence entre une fibre et un filament... Pardon, excusez-moi. La différence entre une fibre et un filament, c'est que donc la fibre a une taille donnée et le filament donc continue un peu à l'infini, et donc on peut plus facilement faire des fils techniques, donc fins, plus moulinés, on va dire, donc en assemblant différents filaments de soie. Et donc ces filaments de soie sont beaucoup utilisés dans on va dire le textile à haute valeur ajoutée, qu'il soit dans le luxe ou dans le technique. Et on a beaucoup aussi de soyeux lyonnais qui se sont donc, on va dire, reconvertis sur du développement de fibres techniques, donc des étoffes qu'on ne retrouve plus du tout dans l'habillement, qu'on va retrouver dans l'aviation, qu'on va retrouver dans différents marchés, l'automobile, etc. Et donc c'est vrai qu'en plus d'être une matière, on va dire, très noble dans les marchés créatifs, sur lesquels je travaille beaucoup, je l'ai aussi beaucoup vu sur les on va dire sur les métiers techniques et puis sur les matières techniques, et c'est à l'origine aussi de beaucoup de savoir-faire qu'on a en région lyonnaise. Et justement, pardon, c'est quoi cet intérêt du fil plus que de la fibre? Alors là, ça va être, on va pas rentrer forcément en détail sur ces techniques de filature, mais le fait est que lorsque on fait un fil, il y a donc une torsion et une tension. Plus la fibre est courte, plus on va devoir donc entre guillemets, si vous voulez, mettre beaucoup de petites fibres entre elles. Alors que si vous avez un filament, vous allez pouvoir presque nouer, on va dire, les filaments à leur extrémité, ce qui va vous permettre d'avoir une plus grande finesse. Et donc la finesse du fil, c'est ce que l'on cherche quand même beaucoup pour différentes applications. Et puis la longueur de la fibre aussi. Par exemple, on va devoir des nouveaux composites où on va remplacer le carbone par le lin, parce que le lin est aussi une fibre longue. Donc là, on s'en va de la soie, c'est la fibre, on va dire, la plus longue. Donc là, ça va être 60 cm. Rien à voir avec les 1 km, 1,5 km de la soie. Mais on a quand même quelque chose qui est assez long, quand un coton va faire au maximum, on va dire, 5,5 cm. Donc c'est pour ça que le coton est une matière qui est avec ses grands maximums. C'est pas le plus commun. Parce qu'Isabelle Moulin hoche un peu la tête. Oui, voilà, c'est ça. On est sur le grand maximum, le coton d'Égypte, voilà, des choses qui sont assez quand même exceptionnelles. Et donc, pour en revenir à la question, le filament permet de faire un fil plus fin, permet d'être donc utilisé, on va dire, sur des matières qui vont être plus techniques, car plus fines, plus travaillées, finalement. D'accord. Et voilà. Et tout, entre guillemets, on a aussi ce potentiel avec le filament, donc de travailler en filament ou de le recouper pour après faire des mélanges éventuels. D'accord. Alors avant de revenir vraiment d'aller sur des perspectives futures, des nouveaux usages de la soie et des textiles, si on parle de textile aujourd'hui pour la semaine du climat de la mairie du 1er arrondissement de Lyon, c'est parce qu'on est à Lyon et que Lyon a une histoire assez particulière avec la soie, avec cette matière. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous? Comment on part de Chine et, je sais pas, peut-être 3000 ans plus tard, on arrive à Lyon, c'est ça à peu près? Oui, alors bon, on va pas faire tous les épisodes. Tous les détails, a priori, parce qu'on n'a pas peu tout à fait le temps. long. Et puis, Mais... Aziza, précédemment, on a très bien parlé par ailleurs, donc on va pas être trop redondant avec cela. Mais effectivement, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, c'est la soie, le textile, elle est profondément ancrée dans la carte ADN de la ville. C'est évident, quoi. Il faut imaginer que jusqu'au 19e siècle, à peu près, tous les 3/4 de la population de Lyon, mais aussi de sa région, parce qu'on parle de Lyon, capitale de la soie, mais en fait, ça renvoie à une échelle territoriale beaucoup plus large, puisque Aziza le disait très justement, à Lyon, on a les négociants, les commerçants, mais toute l'activité de moulinage, de traitement, d'ennoblissement, etc., ça renvoie aussi à un territoire beaucoup plus vaste qui est celui de la région qui entoure Lyon, c'est évident. Donc ça va être profondément ancré. Quand on est de Lyon ou de la région, on a forcément quelqu'un dans son arbre généalogique qui travaillait de près ou de loin pour la soie et le textile. Donc effectivement, ça va durer quelques siècles, jusqu'au 19e à peu près. Et puis, il va y avoir une épidémie, la pébrine. Je ne sais pas si vous avez lu Soie d'Alessandro Baricco, qui parle magnifiquement de cet épisode, et qui va être complètement déterminant, en fait, sur la façon dont les choses vont se développer ensuite, puisque c'est là où on va mettre au point
les soyeux vont faire un procès sur cette appellation, ce qu'on appelle la soie artificielle, la viscose, la rayonne, qui est vraiment le pas d'après sur justement tous ces textiles artificiels, puis synthétiques, pétrochimiques et autres, et qui vont se déployer en gros à cause de cette épidémie en fait. Et là, d'un point de vue géographique, on passe des pentes de la Croix-Rousse à plutôt Villeurbanne, Vaux-en-Velin, c'est ça? Pas que, en fait. De toute façon, là aussi, l'activité textilienne, elle se fait de partout à Lyon et alentour. Mais vous avez raison de parler de la TASE, où j'ai mes ateliers en l'occurrence, qui veut dire textile artificiel du Sud-Est, et qui était la grande colonie industrielle qui a été créée par les Gillet, la famille Gillet. Tout le monde connaît la villa Gillet sur le plateau, évidemment, et pour cause. Mais qui ont fait leur fortune sur le noir au départ, qui étaient teinturiers, et qui ensuite ont raflé tous les brevets de soie artificielle et qui ont développé un véritable empire. C'est devenu ensuite la Rhodiaceta, Rhône Poulenc, etc. Donc c'est vrai que c'est la suite de l'histoire et c'est vraiment l'engrenage incontournable entre ce qu'on peut appeler la soie traditionnelle d'hier, mais qui existe encore aujourd'hui malgré tout. Zizel l'évoquait avec tout ce qui est toute la niche de luxe et autres, mais aussi avec les textiles connectés de demain et aussi tout ce qui est recherche et développement. Parce que, effectivement, ce qu'on appelle le R&D aujourd'hui a toujours été inscrit profondément dans la tradition textilienne, on va dire. C'est une filière qui s'est toujours remise en question, qui est morte à plusieurs fois, dont on a annoncé la mort à plusieurs reprises, qui a su renaître de ses cendres aussi, grâce, il faut le dire, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, on parle beaucoup des soyeux, on parle beaucoup des canuts, on parle peu en fait des ingénieurs, grâce auxquels en fait tout ça s'est développé et a pris des proportions aujourd'hui, telles que tu l'évoquais, dans tout ce qui est textile technique et autres, avec la Martinière, juste à côté, qui a été vraiment l'école qui a été créée justement pour former les capitaines de l'industrie. C'était le mot d'ordre, la feuille de route de départ de cette école. Donc les ingénieurs, ils vont être très importants pour ça, pour ce développement et ces recherches qui vont permettre à la filière de se transformer peu à peu. Alain Billon, vous vouliez réagir ? Oui, sur différents points. C'est vrai qu'Isabelle ouvre plein de portes, notamment c'est vrai qu'en premier lieu, sur toute la filière. Moi, venant d'Ardèche, on avait 400 mouliniers de soie en Ardèche. Maintenant, on a peut-être une dizaine. Mais voilà, c'était la première argent, on va dire, que recevaient les Ardéchois, était grâce au travail de la soie. Et puis, quand les soyeux ont fermé, ils sont descendus dans la vallée, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu, nous, dans tout le territoire de Vallonne-Rhénal, beaucoup de choses qui se sont développées grâce à la soie, qui ont réussi à persister dans les 10. Il y en a peut-être encore 2 qui travaillent la soie et la majorité sont sur des fils techniques, fils métal, voilà, des choses vraiment, vraiment différentes. Et c'est vrai qu'on a une chaîne de valeur qui est très complexe dans l'activité textile, parce qu'à chaque étape, quasiment, on peut faire varier le fil, qui va faire varier l'étoffe, qui va faire varier l'utilisation finale du produit, entre guillemets. On n'est pas que sur de l'esthétique, de confection, autour d'un patronage. Donc c'est vrai que tout ce travail autour de l'étoffe a beaucoup porté la région et la porte encore, et c'est une singularité qu'on a aussi en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport aux autres régions textiles. On est très basé sur cette recherche et développement, que ça soit à Lyon, que ça soit à Saint-Étienne. Voilà, on a un triangle quand même, Lyon, Saint-Étienne, Roanne, qui historiquement était quand même très textilien, on va dire, hein, et ça s'arrête pas là. Mais on a des super entreprises à Saint-Étienne aussi, qui se sont développées sur le médical de temps en temps, sur la défense. Voilà, il y a vraiment plein de différentes spécificités, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quand on pense textile, on ne pense pas forcément à ces filières-là quand on n'est pas dans le sujet. Alors que c'est ce qui porte majoritairement notre industrie actuellement. Okay. Et que la plupart des matières luxe, on va dire quand même, pour créatifs, viennent d'Italie. Enfin, oui, en France, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Hein. Justement, c'est ça qui est assez exceptionnel aussi, c'est que, étant donné le passé, le nombre de savoir-faire que l'on avait, forcément, ça découle. Et puis, on trouve toujours des nouvelles personnes qui font des nouvelles choses extraordinaires et qu'on ne connaissait pas, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand vous parlez aux grands groupes de luxe, etc., c'est principalement de l'Italie, à part ceux qui ont internalisé, qu'on connaît, hein, comme Chanel et Hermès, qui sont quand même bien restés en France. La plupart des autres font quand même majoritairement de l'Italie actuellement, effectivement. Isabelle Moulin, je vois que vous vouliez réagir sur la question de la santé. Oui, alors
un exemple comme un autre. C'est vrai que parler de la soie, bon, c'est pas uniquement parler d'une jolie matière pour faire des jolies robes et des jolis foulards. Bon, moi, personnellement, je trouve ça un peu limité. Mais en revanche, ça permet de parler de plein de choses. C'est une thématique qui est très transversale, où on peut parler de géostratégie. On dit que la route de la soie est à l'origine de la mondialisation actuelle. Des arts et des techniques, hein, effectivement. Si on pouvait avoir un musée des arts et des techniques, c'est bien à Lyon, puisque effectivement autour de cette activité textile s'est développé justement tous ces axes de recherche. Et effectivement, quand on réfléchit, en fait, on est entouré de textiles, hein, de partout. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement nos vêtements, mais dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos avions. Un avion, c'est à 70% textile, dans les satellites, mais aussi dans tout ce qui est textile pour le sport, les textiles très techniques, et évidemment le textile médical. Enfin, évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, mais je trouve que c'est un des axes qui est important aussi à mettre en avant, parce que on le voit dans cette semaine du climat, la filière textile, effectivement, a beaucoup de questions à se poser pour se réinventer son modèle. Mais, et ça va être l'objet d'ailleurs d'une conférence que je vais donner demain à 19h à Esmone, il y a aussi une part lumineuse du textile. C'est pas que les vilaines marques que je ne nommerai pas, polluantes, qui sont excessivement polluantes, mais il y a aussi cette part lumineuse avec ce côté, le textile prend soin de nous aussi, il nous soigne également. Et comment? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Il y a 2-3 exemples très évidents comme ça, comme par exemple cette fameuse gigoteuse pour bébé en lumière bleue, en textile lumineux. Vous savez, quand on a la jaunisse, quand on est bébé, auparavant on mettait les bébés dans des tunnels de lumière bleue, mais aujourd'hui avec la possibilité de tisser justement de la fibre lumineuse, Brochier, puisqu'on peut le citer, a mis au point cette fameuse gigoteuse, j'adore, pour les bébés, et qui du coup permet de soigner beaucoup plus rapidement la jaunisse, puisque du coup la gigoteuse est en contact direct avec la peau du bébé, et avec la lumière bleue va donc soigner la jaunisse. C'est un exemple parmi d'autres. Et vous me parlez de fibres lumineuses. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre lumineuse? Alors, en fait, aujourd'hui, et puis Alec peut en parler bien mieux que moi, moi j'adore, parce que je pense que Podane et sa marraine l'a fait, auraient beaucoup de mal à imaginer une robe incapable à réaliser. Robe couleur de soleil, robe couleur de lune, robe couleur de temps. Tout ça, aujourd'hui, c'est totalement possible. On arrive même à tisser de la montagne, comme je dis, du basalte, par exemple. D'accord. Donc voilà. Ça doit être un peu lourd? Pas forcément. Non, même pas. Non. Qu'est-ce que c'est que tisser du basalte? Voilà, donc ça sont des applications qui sont très techniques, qui peuvent être effectivement dirigées vers tout ce qui est sécurité, ce qui est je vais peut-être passer la parole à Alec là-dessus. Mais voilà, donc c'est aussi des textiles lumineux, entre autres, qui soignent, au lieu de prendre du Lexomil, par exemple, dans la Silicon Valley, on fait des chambres, des rooms lumineuses, en textile lumineuse, qui bougent, qui changent de couleur et qui, du coup, soignent le moral. C'est parfait. Alec Billon sur le point technique du textile lumineux et du textile en basalte. Bon, il va y avoir différentes choses. Hein. Il va y avoir des textiles techniques qui ne sont pas forcément connectés, puis il va y avoir des smart textiles qui sont connectés. Donc là, ça va pouvoir vous donner aussi la santé de votre soldat éventuellement. Si il porte ce textile connecté, on va savoir comment, entre guillemets, quel est son pouls, enfin voilà, des choses assez classiques, hein, comme on peut avoir avec une montre de sport ou des choses comme ça. Changer de couleur selon son humeur aussi, pareil. Voilà, en fait, comment ça marche? On peut intégrer on peut tisser des circuits électroniques. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, on tisse des circuits électroniques, on met des capteurs, etc. Il y a encore cette notion d'enlever la batterie qui reste assez compliquée quand même, de permettre, on va dire, aux circuits électroniques de fonctionner sans batterie. On a quand même quelqu'un en région qui est à Valence, qui travaillait justement sur, je vais pas avoir les termes exacts, mais l'électricité statique des mouvements du coureur permettait d'allumer une diode pour qu'il puisse être repéré la nuit quand il court. Donc c'est dynamo du futur. C'est ça, la dynamo du futur. Et ça, c'est des choses qui commencent comme ça, puis ça finira peut-être avec un écran intégré dans sa veste qui va pouvoir permettre de remplacer le smartphone. Vous avez déjà la Google Jacket aussi qui est sortie, on va dire, en plus classique ou des choses comme ça. Il faut savoir que Google a mis en place un programme qui s'appelle sur les textiles connectés et qu'il a appelé Jacquard.
tout simplement, pour rendre hommage à Jacquard, en disant textuellement dans leur communication, nous, Google de la Silicon Valley, on n'existerait tout simplement pas sans Monsieur Jacquard qui a mis au point son fameux métier qui est... Ces fameuses cartes perforées, justement. C'est la deuxième application du 1.0. Isabelle nous montre son foulard avec pour les auditeurs qui ne voient pas. Carte perforée. Donc voilà, donc on pourrait tranquillement, ça fait des années que je dis ça, bon entendeur, salut, on pourrait tranquillement revendiquer la maternité ou la paternité de l'ordinateur. Hein. Quand je vais en Inde ou dans la Silicon Valley, à San Francisco, et que j'ai mes petits foulards Jacquard, on me dit, c'est de l'ordinateur, évidemment. Vous parlez de ces textiles innovants, ça a quand même un coût matière, que ce soit des circuits électroniques, un impact environnemental. Comment est-ce que ça s'est intégré ? Et je pense également, vous avez parlé d'innovation et du textile dans le sport, des textiles techniques. Ces textiles, on le sait, on le connaît bien à Lyon, qui sont agencés avec des PFAS et qui amènent eux aussi des pollutions assez importantes. Comment est-ce que ça, vous le prenez en compte ? Sur les PFAS, il y a une loi qui est passée sur son interdiction. Donc voilà, c'est comme la loi AGEC, ça prend du temps à être mis en place, etc. Mais on est déjà sur une évolution de ces traitements PFAS pour avoir des traitements qui sont plus, on va dire, qui sont plus dangereux pour l'environnement. Plus éco-sourcés, plus vertueux. Ce qui est assez compliqué, effectivement, c'est qu'on va avoir différentes, comme on disait, une chaîne de valeur assez complexe, où on va avoir donc la fibre, mais on va avoir aussi ses apprêts, et après on va avoir aussi des fois des contre-collages pour faire du layering. Donc là, on va avoir même la colle. Vous voyez, Gore-Tex, c'est de fines membranes qui sont collées, donc on peut pas les recycler ensemble, il faut peut-être les séparer dans un premier temps. Et on n'a pas construit forcément ces matériaux en se disant qu'est-ce qu'on va faire de leur seconde vie. Donc il faut un peu réinventer toute cette chaîne de valeur, ça prend du temps, c'est au cas par cas. C'est vrai qu'on va avoir de façon générale, mais bon, c'est à titre personnel aussi, un suréquipement des fois de différents genres de personnes qui pratiquent du sport, qui doivent être dans les dernières combinaisons à la mode, etc. Et c'est un peu effectivement en contradiction, entre guillemets, des fois, d'utiliser des matières très plastiques, on va dire, dans des environnements très outdoor, où en fait, on va dire, on aime beaucoup la nature, mais c'est vrai que tout ce qu'on va utiliser, c'est plastique. Après, on a des fibres comme la mohair, non pas la mohair, excusez-moi, je dis n'importe quoi, le mérinos, je confonds les deux, je suis un peu dyslexique. Donc le mérinos qui va être utilisé aussi des fois dans du sportswear, etc. On peut avoir des fibres assez fines, et puis ça reste assez longtemps. L'idée est toujours d'avoir des choses, on voit quand même que globalement on s'améliore. Après, sur les choses très connectées, etc., c'est vrai qu'on va pas forcément penser à cette utilisation dans un premier temps. Quand on fait quelque chose pour l'armée, ils vont pas forcément inclure cette nécessité d'avoir quelque chose de vert, d'éco-responsable, etc. Même si on voit quand même sur ces appels d'offres, etc., cette notion, cette notion est mentionnée, et on parle d'appels d'offres de l'armée. C'est-à-dire que sur toutes les appels à projets que vous allez avoir qui sont en dehors de cette chose, on va dire, très technique, et voilà, on est sur la défense, donc c'est quelque chose d'assez sensible. Mais sinon, sur tous les autres appels d'offres, il faut nécessairement mettre quelque chose, enfin, nécessairement penser à la fin de vie du produit et à l'économie circulaire qui englobe ce produit-là. Et alors, pour revenir un petit peu au sujet de départ de notre discussion, qui était la soie et le verre à soie, et donc on voyait un rapport au vivant très important entre textile et vivant, et donc animal, le verre à soie. Aujourd'hui, c'est quoi le rapport au vivant de l'univers du textile? Alors, bon, vaste débat. On va peut-être en rester. Comment? Ça dépend pour qui aussi, parce qu'on a quand même les laculteurs en Normandie, qui sont très proches de la terre, hein, parce que c'est eux qui la cultivent finalement. Et puis on en voit pas mal qui passent en bio. Enfin, c'est pas la majorité, mais on en a quand même qui passent en bio, etc. Ouais. Ce que je dirais d'une façon générale, c'est qu'en fait, on a des réponses technologiques, souvent, avec non pas un retour à la façon de faire au XVIIIe siècle. C'est impossible, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est là où c'est très important aussi d'en parler un petit peu, de la préservation des savoir-faire et des compétences, parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de tirer le meilleur de ça, de ce qui pourrait être de l'ordre de savoir-faire, compétences patrimoniales, entre guillemets, et mixer ça avec une technologie aujourd'hui qui, une fois de plus, peut apporter des réponses. On est dans un instant un peu fragile où on a déjà perdu beaucoup de choses.
On peut pas tout garder, de toute manière, c'est pas possible. Mais il faut être quand même très vigilant là-dessus, sur la préservation des savoir-faire et des compétences. En France, malheureusement, on n'a pas ce statut japonais des trésors vivants, où on classe carrément des personnes vivantes comme étant des trésors, comme un sujet patrimonial. Je devrais être classé en tant que trésor vivant. Je pense que c'est une aspiration à avoir. Et alors, du coup, c'est génial, parce que la personne en question, elle a rien à faire d'autre, elle a plus à s'inquiéter de savoir comment elle va remplir son frigo. Ah bah ouais. Et elle touche une pension de l'État avec la mission, en fait, de non seulement préserver son savoir-faire, mais de le transmettre. Malheureusement, alors en France, en Europe, on n'en est pas tout à fait là. Néanmoins, il y a des grandes marques de luxe que je ne nommerai pas, compris depuis très très longtemps cette instance-là, tout à fait cruciale, et qui internalisent effectivement ce type de savoir-faire. Donc, non, pardon, malheureusement, le temps commence à nous manquer. Je vois Valérie Didier s'activer à côté de moi et donc la prochaine émission va devoir prendre place très rapidement. Donc, je vais juste vous demander en 2 mots, l'un et l'autre, vos actualités, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement. Alec Billon, ce studio Maisonneuve, c'est quoi ? Ce studio Maisonneuve, il accompagne, si vous voulez, à la filière créative à refaire des liens entre industriels et créatifs, justement. C'est-à-dire que nous, on va permettre à des gens qui ont des idées et une envie de création. Donc on est beaucoup à Paris, autour des marques qui font la Fashion Week, etc., à pouvoir produire en France sur des savoir-faire d'exception qu'on a sur le territoire lyonnais, mais également dans la Creuse, voilà, où il y a de la laine, dans l'Occitanie, etc. Et à côté de ça, le studio porte un projet technique de développement de fibres d'ortie qui s'appelle Copri, qui est développé en Ardèche. C'est pour ça que je vous mentionnais l'Ardèche tout à l'heure. Et donc nous serons aux Castagnades, les fêtes de la châtaigne de Saint-Pierreville. Attention, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ce week-end. Ok, ce week-end, fête de la châtaigne à Saint-Pierreville. Saint-Pierreville. Et vous, Isabelle Moulin ? Alors, bon. Demain, je l'évoquais très rapidement, la conférence à 19h chez S-Mode sur la part lumineuse du textile. Également dans le cadre de la Semaine du Climat. Exactement. Ce week-end, on va se faire concurrence parce que je suis à Sainte-Foy-les-Lyons pour le Trail de la Duc, puisqu'on va distribuer aux 1500 coureurs qui participent à ce trail des pots de confiture qui ont été confectionnés en hommage au Conservatoire de Mûrier de Sainte-Foy-les-Lyons, qui est malheureusement la seule chose qui reste de l'unité de recherche en sériciculture qui siégeait à Lyon, et la commission internationale qui siégeait à Lyon et qui maintenant siège à Bangalore. Eh bien... Plus toute une programmation, oui, plus toute une programmation en résonance avec la Biennale d'art contemporain dans certains moments qui se déroulent à l'usine TAS dont on parlait tout à l'heure avant Angers. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux, Isabelle Moulin, Alec Billon, à très bientôt sur Radio Anthropocène. Je rappelle que cette émission, elle sera retrouvée en podcast sur toutes les plateformes de podcasts traditionnelles et sur notre site radio-anthropocène.fr. La journée, elle n'est pas finie. Il y a encore une table ronde qui va commencer dans 2 minutes. Je m'excuse pour le retard qu'on a pris. Avec Yasmine Boiga, Alain Vargas et Kamel Rigui. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.